Ah, Paris, l'année 1900, la célèbre exposition universelle qui bat son plein. Le livre de la jungle est alors un des livres les plus lus par les jeunes. L'ambiance est à la fête. Pourtant, dans les campagnes et les bourgs, les faits divers, eux, ne dorment jamais. Vous connaissez sûrement l'adage, plus c'est rare, plus c'est recherché. Eh bien, il se vérifie aussi côté crime, car aujourd'hui, je vous embarque dans l'affaire Victor Ardisson, un des plus célèbres nécrophiles en France et même en Europe. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. Entre 1900 et 1910 s'opère une réelle transition de la vie française. Les voitures remplacent peu à peu les calèches à chevaux. On prend désormais de l'aspirine, on empoisonne de moins en moins son mari gênant à l'arsenic. On découvre de nouveaux artistes, l'industrie florissante porte l'économie et fait rayonner le pays à l'international. En ville, et surtout à Paris, la vie change. Ça devient plus sophistiqué, plus propre aussi pour quelques quartiers privilégiés. En province, en revanche, c'est encore très rural, isolé, un peu, voire très en retard sur le reste du pays. Notre histoire commence le 27 septembre 1901, en fin d'après-midi. Le soleil décline à l'horizon sur les champs qui jaunissent et la garrigue qui entoure le petit village du Muy. À l'époque, cette ville provençale est un bourg minuscule, à 15 km de Draguignan et de Fréjus. La longue rue principale de la vieille ville monte jusqu'à l'église. Au numéro 15, il y a une petite masure qui a l'air complètement abandonnée, mais qui ne l'est pas en réalité. Les voisins se plaignent depuis quelque temps d'odeurs nauséabondes. Ils apostrophent à plusieurs reprises les propriétaires des lieux, Honoré Ardisson, qui répond toujours brièvement que ce sont les ordures, que son fils ne s'en débarrasse pas toujours, et alors on attend patiemment que l'odeur disparaisse, jusqu'à ce 27 septembre 1901, où Honoré est lui-même dérangé par l'odeur. Il n'y a pas à dire, c'est infect. Et plus inquiétant, le fumet mène directement chez lui, impossible de se défaire de l'odeur une fois à l'intérieur. Le père Ardisson entreprend de dégoter l'animal mort ou les détritus entassés quelque part, à l'origine du désagrément de tout le quartier. Il faut dire que la baraque est sans dessus-dessous, et ce depuis des années. Pas une rénovation, aucun travaux. Elle tombe carrément en ruine et est à la limite de l'insalubrité, mais l'homme n'a pas l'air de s'en préoccuper. Pire, en 1901, c'est loin d'être une exception. Au rez-de-chaussée, rien. Au premier étage, rien, mais l'odeur est plus prégnante. Au-dessus, il n'y a que le grenier aménagé. Honoré pense à un rat qui a pu mourir là. Il entre donc dans la petite pièce du deuxième étage et se cache le visage. Ici, l'odeur est abominable. Il n'y a rien, à part de vieilles affaires de son fils et un tas de paille sous un drap en boule. Alors, dans le réduit, près de la porte, l'homme attrape une pelle et tape sur le tas de paille au cas où un animal serait coincé. Mais la pelle ne trouve pas beaucoup de résistance. Le choc retire un peu de paille du tas qui s'amoncelle et le spectacle est terrible. Honoré découvre qu'il ne s'agit pas d'un rat, mais bien d'un cadavre humain. Vu la taille, une petite fille. Du bout de sa pelle, il retire peu à peu la paille. Le tronc du petit corps est ouvert. Les jambes sont écartées. La tête, elle, n'est pas là et doit être un peu plus loin. Personne ne vient dans cette pièce. À la maison, il n'y a que lui, Honoré. Robiny, la femme qui lui sert de bonne et de maîtresse, et son fils Victor, 29 ans. Si ce n'est pas lui, et il doute que Robiny soit capable de garder un corps d'enfant au grenier, c'est donc du fait de Victor. Le père Ardisson file à la gendarmerie, son fils est au champ jusqu'à 6h du soir, alors il a le temps. Le brigadier Elg place directement Honoré Ardisson et sa concubine Robiny en cellule, en attendant. Si c'est Victor qui planque des gamins au grenier, pas question qu'on ne puisse pas le cueillir illico. Si le père retourne sa veste, il serait capable de le prévenir, et alors il leur filerait entre les doigts. Les docteurs Logier et Jean suivent ensuite le brigadier pour inspecter la maison sous le regard déjà curieux des voisins, qui s'étaient tant plaints de l'odeur. Mon Dieu, qu'ils ne sont pas déçus d'être venus. L'endroit est sordide. Si d'extérieur la baraque a l'air déjà décrépie, à l'intérieur c'est un taudis. Au rez-de-chaussée, il n'y a qu'une demi-pièce qui sert de cuisine, rien d'intéressant, et au premier étage, une seule pièce, une chambre. Près de la porte gît un tas de fumier qui bloque l'ouverture vers un réduit. Les brigadiers et les médecins rentrent et tombent sur des cheveux. Une chevelure presque complète, d'une enfant, a priori. Un tissu devant le nez, chacun grimpe jusqu'au deuxième étage. Plus il monte, plus l'odeur est pestilentielle. Les murs de la seule pièce aménagée du grenier sont couverts de taches de sang,
Eux aussi finissent par tomber sur le corps de la fillette, et vu son état de décomposition avancé, son décès remonte à plusieurs jours, c'est en tout cas ce que concluent les médecins légistes. Où est la tête de la gamine? Pas de trace dans le grenier. En revanche, plus loin, ils retrouvent un sac en jute rempli de paille, dans lequel se trouve une tête. Celle de la gamine? Eh bien non, vu sa taille ce n'est pas possible, il s'agit plutôt d'un crâne d'une jeune fille d'au moins 14 ou 15 ans. Les yeux et le nez sont tombés en poussière, la tête est recouverte d'une peau parcheminée et au crâne adhèrent encore quelques cheveux châtains. Les médecins reprennent leurs esprits et ressortent bien vite de la maison, suivis du brigadier Helg qui leur rapporte avoir également trouvé un crucifix, un livre de messe, des chapelets. Le tout ne semble pas appartenir aux Ardisson car certains sont gravés à d'autres noms. Ils sont persuadés qu'ils ont affaire à un pilleur de tombes, et si ce n'est Honoré qui a trouvé le corps, c'est donc automatiquement son fils, Victor-Antoine Ardisson. Tiens, ce ne serait pas le fossoyeur du village? Bingo! À l'entrée du Muy, 2 gendarmes attendent Victor, qui n'a aucune idée de ce qu'on lui veut. Il accueille du raisin tout l'après-midi, et Nino, comme on le surnomme, semble complètement hébété. Il a l'air sournois, mais un peu à côté de ses pompes. Sans rien lui dire, les gendarmes le conduisent dans une cellule de la gendarmerie, à part des 2 autres, toujours sous les verrous. Le maire, M. Sénéquier, est là et ça ne rigole pas. Le père Ardisson et Robini crient leur innocence et très rapidement, on les relâche. Ils ont apparemment un alibi et répètent qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe au 2e étage de la maison. Mais surtout, ils enfoncent le fils. Lui aussi nie tout en bloc. Mais pas longtemps. Devant l'état de la gamine de 4 ans qui gît dans son grenier, Victor Ardisson ne semble pas perturbé. Faut dire qu'il n'est pas très causant, pas très sociable. C'est un solitaire, le Victor. Alors on commence par interroger le voisinage et les habitants du Muy, son village natal. Les gendarmes veulent savoir à qui ils ont affaire. Et les gens ne se font pas prier pour lui casser du sucre sur le dos, le tout en provençal. C'est un petit gars, mal bâti, dit-on, à l'allure brutale, qui a tout le temps faim. Dans le village, Victor est montré du doigt. On dit de lui que c'est un débile mental, un idiot, un homme à l'esprit faible. Jusque-là, la police acquiesce, c'est vrai qu'il n'a pas l'air finaud, mais on leur rapporte aussi rapidement aux oreilles qu'il est vu comme un dépravé. Les commérages courent que le dimanche, il gagne quelques sous en pratiquant le métier de fellator, c'est-à-dire un homme qui marchande la fellation. Pas loin de la prostitution, il en donne, mais il n'en demande pas. Tout ce qu'il connaît, c'est la maison au 15 de la rue principale, son père et la femme Robini avec qui il dort. Les 3 ensemble, dans l'unique lit du 1er étage, c'est ça la vie qu'il mène au Muy. À 29 ans, Victor n'est pas marié, ce qui pour l'époque est très rare. Évidemment, il n'a pas d'enfant, et il est même loin d'avoir la moindre maîtresse. Certaines ont été de passage, mais ne sont pas restées longtemps. Pourtant, tout le monde le décrit comme un homme sans colère, ni haine, un homme qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre, ne prend jamais la mouche. Il fait des petits boulots, de maçon, de cultivateur, s'occupe des vendanges lorsque c'est la saison, et depuis quelque temps, il aide son père au cimetière où il est fossoyeur intérim. Le vieux gardien est mort en 1882, et c'est le père Ardisson qui a repris le boulot, parce que personne n'en voulait, et qu'il fallait bien continuer à enterrer les gens qui meurent chaque semaine. Victor vit de charité la plupart du temps, de l'asile que lui donne son père Honoré, et d'une nourriture que les villageois qualifient d'hétéroclite. Une gousse d'ail, des concombres, des radis, peut-être même de l'herbe. Et pour les protéines, il ramasse des chats ou des rats qu'il apprécie beaucoup. Partout, on parle de lui comme Nino, l'équivalent de Nigo, et donc d'un imbécile. Retour en cellule, il est 22h30 ce 27 septembre 1901 et les gendarmes voudraient bien interroger ce Nino pour de bon. Mais Victor s'est endormi en prison, sur la paillasse. Il n'a donc pas l'air très inquiet de ce qui va lui arriver. Les 2 gendarmes qui sont là le sortent de son sommeil et de sa cellule, direction les aveux qu'ils espèrent. Parce que pour le moment, ils ont un corps, celui d'une gamine, dans un très sale état certes, mais aucune preuve qu'il a fait autre chose que la remiser dans son grenier. Alors ils cuisinent Victor. Où était-il aujourd'hui? Était-il au courant de l'odeur autour de chez lui et dans le quartier? Savait-il pourquoi il était là? À tout ça, il répond qu'il ne sait pas. Alors l'un des gendarmes lui explique qu'ils ont perquisitionné la maison, qu'ils ont trouvé le corps d'une gamine dans un état terrible et que ça leur a retourné l'estomac. Et là, Victor Ardisson craque. Attention, ne vous méprenez pas, ils ne font pas en larmes non plus. Non, ça c'est pas son truc, ce serait lui prêter des émotions qu'il ne ressent pas. Il est assez stupéfait qu'on ait découvert le corps de la gosse, comme s'il pouvait le garder à tout jamais au-dessus de la chambre, enterré sous la paille.
Il commence à avouer et les enquêteurs passent la demi-heure la plus longue qu'ils aient connue depuis bien longtemps. Ardisson n'est pas avare en détails, il dit tout. Ils apprennent qu'il n'en est pas à son premier cadavre exhumé, mais surtout que la gamine, c'est Louise M, 3 ans et demi. Il l'a enterrée le 12 septembre dans le petit cimetière du Muy. Les gendarmes se souviennent très très bien, car tout le village s'est rendu derrière la famille à la cérémonie. La pauvre petite avait succombé à une pneumonie infectieuse, ils pensent que c'est tout. Voilà, c'est un gars étrange qui profane les tombes et qui pille le contenu, vu tout ce qu'ils ont retrouvé chez lui comme artefacts, notamment religieux. Un pilleur de tombes, ce soir, c'est ce qu'est Victor Ardisson. Jusqu'à ce qu'on lui demande pourquoi la gamine était là, pourquoi il l'a emmenée chez lui, pourquoi la tête n'est pas rattachée au reste, pourquoi ses jambes étaient écartées, pourquoi le rectum et le vagin ne forment plus qu'un cloaque répugnant de putréfaction. Victor reprend la parole, très calme, et il explique. D'habitude, il ne les ramène pas, parce qu'elles sont trop lourdes. Mais elle, qu'il dit jolie comme un cœur, était légère, alors il l'a gardée. Il l'a violée tous les jours, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que l'odeur le dérange au bout de 8 jours au grenier. Les gendarmes ne veulent plus en entendre davantage pour ce soir, ils font simplement venir le père de cette petite Louise et une tante, et les deux reconnaissent l'habit que l'enfant portait lors de son inhumation. À 23h, Victor est reconduit en cellule, où il s'endort instantanément. Aucune culpabilité, aucun remords ne pèse sur sa conscience. Le lendemain, on fait venir le juge Sivan, qui vient directement du tribunal de Draguignan et fait office de juge d'instruction dans cette affaire du Muy. Il est accompagné du docteur Dose, médecin légiste. Devant le juge, Victor réitère ses aveux sur les viols et le recel du cadavre de la petite Louise M. Le juge demande à la faire enterrer à nouveau sur le champ et reste seul avec Victor, qui ne s'arrête pas à ces quelques mots. Au juge, il donne 2 autres noms. Léonie Richard, 14 ans, et Gabrielle Covin, 13 ans, morte également dans le courant de l'année. Ce serait donc l'explication de la tête seule, retrouvée chez lui ? On le questionne de ce fait sur une autre enfant morte il y a peu. C'est une adolescente qui n'a pas survécu à une amputation de jambe nécessitée par un sarcome du tibia. Le juge lui demande s'il l'a souillée, elle aussi. Mais Victor répond « Non, parce qu'elle est morte d'une plaie à la jambe ». Il sait. Victor Ardisson sait tout. C'est lui le fossoyeur, lui qui les voit en dernier, lui qui les sort de terre pour assouvir ses pulsions. L'histoire de Victor Ardisson et ses penchants nécrophiles laisse un goût amer aux enquêteurs qui se rappellent trop bien celle de Joseph Vacher. Sur ce genre de crime exceptionnel, on a du mal à oublier les précédents, ceux qui ont défrayé la chronique ou marqué les esprits. Joseph Vacher a subi les brimades et les bizutages à répétition, notamment à l'armée. Il est décrit comme psychiquement troublé, il a des idées noires et délire à propos de sa propre persécution. Entre 1883 et 1898, il est violeur récidiviste. Il guette des jeunes filles et des jeunes hommes isolés, notamment des bergers, d'où son nom de tueur des bergers. Une fois sa proie choisie, il l'étrangle, puis la décapite, la mutile, notamment par éventration et section des seins et des testicules, puis il les viole et trouve son plaisir dans cette chasse sordide. Il est condamné à la peine de mort pour un seul meurtre, bien qu'il en ait avoué 11 et une tentative de viol, mais la justice sait pertinemment que partout dans le pays, le mode opératoire de Vacher laisse peu de place au doute. C'est lui. Si je fais le parallèle avec le profil de Joseph Vacher, c'est parce que cette affaire a réellement déchaîné les foules et les médias de l'époque, mais aussi la communauté scientifique tout entière. La santé mentale de Vacher, notamment, a été au cœur des débats puisque certains experts le disent irresponsable et donc pénalement impossible à condamner, quand la plupart ne voient qu'un monstre sadique et cruel. Victor Ardisson, nécrophile également, est-il lui aussi irresponsable, comme un fou qui ne saurait pas ce qu'il fait ? Il semblerait que ce soit totalement l'inverse, et vous allez voir que les rapports scientifiques de l'époque sont édifiants. Depuis des décennies, les experts en criminologie et autres profilers tentent d'élucider une question cruciale. Les déviants sont-ils nés comme ça ? Et sinon, comment expliquer que ces hommes et ces femmes, souvent sans histoire, soient passés du côté du mal ? L'environnement de vie, la famille, la génétique, l'entourage peuvent-ils expliquer les actes des individus les plus sombres de notre société ? Les agissements nécrophiles de Victor Ardisson sont-ils donc innés ? Ce sont les réponses que l'on cherche ensemble, vous et moi. 1872 dans le sud de la France. Le mois de septembre vient de pointer le bout de son nez, l'année a été rude et riche d'événements qui changeraient à coup sûr le cours de l'histoire.
Le 1er mai, le mouvement ouvrier européen célébrait la toute première fête du travail. Et le 24 mai était signé le traité de Versailles, mettant fin à la guerre franco-allemande de 1870. L'été est passé et la petite commune du Muy dans le Var voit l'automne s'installer. Le 5 septembre, Elisabeth Apollonie Poré donne naissance à son premier enfant, un garçon né de père inconnu. En 1872, être une femme seule et en plus enceinte jusqu'aux oreilles, inutile de vous dire que ça fait jaser dans les chaumières. Alors Elisabeth se marie en vitesse avec un homme dénommé Honoré Ardisson. Le petit Victor voit donc le jour déjà amputé d'une part de son identité et de ce fait de son hérédité. Sa mère est ce qu'on appelle à l'époque une débauchée. Elle boit et elle est surtout très violente. Un jour, hors d'elle, elle frappe son fils à la tête avec un bâton et blesse Victor. Honoré Ardisson, son père adoptif, dira plus tard que ce coup est peut-être bien la cause de son déséquilibre mental, mais aucun rapport scientifique ne viendra jamais valider cette hypothèse. Quelques années après sa naissance, Victor voit sa mère quitter le domicile conjugal. Malmenée et parfois battue par Honoré Ardisson, elle s'enfuit, laissant son fils derrière elle. Mais l'histoire familiale de Victor Ardisson ne s'arrête pas là. Nous n'avons que l'arbre généalogique de la mère, Elisabeth, pour tenter de mieux comprendre Victor. Alors remontons simplement jusqu'à son père à elle. Le grand-père de Victor est décrit comme un homme sournois et excentrique. Mais c'est surtout sa sœur à lui qui nous intéresse. Elle n'est que la grande-tante de Victor, mais vous allez voir que son cas est édifiant en termes de dynamique familiale. On se doute que Victor n'a pas grandi dans la plus grande des sérénités. Cette femme était alcoolique. Tiens, elle aussi comme sa nièce donc. Apparemment, l'alcool coule à flot chez les Poré. Elle a eu 6 enfants, dont 3 se sont suicidés. Une 4e tenta par 2 fois de se tuer et un 5e est atteint de démence sénile précoce. Bien qu'on ne l'ait pas prouvé scientifiquement, on peut se dire que l'ADN des Poré et leur hérédité mentale a sûrement eu un impact sur Victor. Mais il faut également tenir compte de son environnement de vie. Et c'est avec Honoré Ardisson qu'il a passé 28 ans avant d'être arrêté. Ça compte, même s'il n'est que son père d'adoption, il reste sa principale figure d'attachement. Et justement, du côté Ardisson, on a des infos peu reluisantes aussi. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Le grand-père d'Honoré Ardisson a été, en son temps, condamné aux travaux forcés. Il faisait partie d'une bande qui détroussait les voyageurs. Sa tante a donné des signes évidents de folie et de démence, et son propre fils à elle, Martinien Ardisson, a été interné à l'asile d'aliénés de Pierrefeu pour avoir, en novembre 1900, tué un homme du nom de Bellini, au Muy, avec qui il était en désaccord. Le gars est radical. Victor Ardisson n'a donc pas grandi dans la famille la plus équilibrée de France, mais ça, vous vous en doutiez un peu, non, hein, le fruit ne tombe jamais bien loin de l'arbre, comme on dit. Son père, Honoré, avec qui il grandit, est marchand de pignons de pain. C'est très en vogue dans la région. Ce sont un peu les pistaches du Var. Mais ça, c'est la façade. En dehors, c'est surtout une petite frappe qui empeste la mauvaise réputation, notamment connu pour être l'auteur de multiples vols qui ont démarré pendant son service militaire. Mais Honoré Ardisson n'est pas seulement un malfrat, il est aussi un pervers. Sa femme, Elisabeth, étant partie, il ramasse, ça et là, des mendiantes partout dans la région et en fait ses maîtresses pendant quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois. Ces femmes aux abois peuvent manger à leur faim chez lui, moyennant des faveurs sexuelles à peine déguisées. C'est d'ailleurs ce qu'était pour lui Robini, la femme qui vivait chez eux lors de l'arrestation de Victor en 1901. Voilà le tableau que je peux vous dresser de la figure paternelle de Victor Ardisson. Lors de son arrestation, sur les dires des habitants du Muy et de ceux qui ont connu Victor, notamment à l'armée, il est directement catalogué comme débile mental au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire un individu avec une insuffisance du développement intellectuel qui ne permet pas de répondre aux sollicitations et aux exigences de son milieu. Et à l'époque, en psychiatrie, on pense que les débiles mentaux sont uniquement capables d'être des imitateurs. Pour les médecins, il a donc sûrement beaucoup calqué son comportement sur celui de son père adoptif. Sauf que vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Victor Ardisson n'a jamais eu un parcours linéaire et il a toujours eu des comportements dits déviants. C'est à l'adolescence que Victor commence à montrer une attitude qui le fait d'emblée sortir du lot. Il ne se rappelle pas avoir jamais été malade, n'a même pas souffert d'aucun trouble notoire à la puberté. À l'école, c'est un enfant appliqué, mais qui a tendance à apprendre le chemin de l'école buissonnière un peu trop souvent. Il a appris à lire, un peu à écrire, mais son père le sort des classes très jeune. Ses résultats sont moyens et il est surtout la risée de ses camarades qui l'ont surnommé Nino, c'est-à-dire Nigo, surnom qu'il gardera toute sa vie.
D'emblée, il est catégorisé comme un simple d'esprit et un gamin très sournois. Enfant, je n'ai pas d'éléments à vous donner qui puissent attester de cette personnalité sournoise, mais à la puberté, les penchants déviants de Victor se réveillent. Il s'adonne à la boisson, un peu dans les fêtes, mais faute de moyens, les occasions sont rares. Quand une opportunité se présente, il s'enivre. Comme tous les adolescents, il se cherche sexuellement parlant et se masturbe, mais sans excès, raconte-t-il au médecin. Cependant, chez lui, cet acte revêt un caractère très spécial. Ardisson consomme son propre sperme. Les experts lui demandent la raison de cet acte, ce à quoi il répond « Ce serait quand même dommage de laisser perdre ça ». Il a une image sacralisée de sa propre semence. Dans les rues du Muy, il suit et poursuit parfois les jeunes filles. Quelquefois, il les aborde et leur adresse la parole et va jusqu'à les demander en mariage. Elles refusent en riant. Ça l'étonne fort, car lui ne se trouve pas vilain garçon. Alors il se retire sans être autrement fâché. Quand les filles qu'il suit vont uriner dans la nature, il se précipite à genoux à la place qu'elles viennent de quitter et lèche leur urine en se masturbant. Les experts s'étonnent de cette pratique et que personne dans le village surtout n'ait fait quoi que ce soit pour l'arrêter. Mais Victor explique qu'il ne se cache pas et qu'il ne faisait pas de mal. Lorsque les experts psychiatres lui posent la question, il répond n'avoir aucun souvenir de son premier coït. Les seuls actes sexuels qu'il connaît comme normaux sont ceux qu'il pratique dans le lit familial. Dès que le père Ardisson ramène une nouvelle mendiante à la maison, elle couche entre le père et le fils dans le seul lit de la maison. Lorsqu'Honoré se lève vers 3h ou 4h du matin et quitte le domicile pour aller travailler, si elle est consentante, Victor fornique avec la pauvre fille qui a atterri là. Comme tous les garçons à cette époque, Victor doit faire son service militaire. En 1893, il est donc incorporé au 61e d'infanterie en Corse, à Bonifacio, sous le service du capitaine Lemoine, qui sera un témoin précieux pour les docteurs Beltru, directeur de l'asile de Pierrefeu, et Doze, médecin légiste de Draguignan. Seulement, quelques jours après le début de son service militaire, il disparaît. Ses camarades rapportent au capitaine qu'il le trouve faible d'esprit, comprendre à l'époque un peu limité intellectuellement. Jusqu'ici, rien de nouveau. Le capitaine le fait rechercher et on le retrouve, caché dans une maison abandonnée sur la route de Porto Vecchio. Pour ne pas le décourager de suite, le capitaine Lemoine lui fait des remontrances mais ne le punit pas. Et Victor retourne à son service, très obéissant, comme une machine. Le capitaine Lemoine, qui a vu passer pas mal de jeunes hommes sous ses ordres, est persuadé qu'il a là affaire à un fou d'un genre particulier. Mais comme il n'a rien à redire de Victor, il le laisse incorporer son bataillon. Un an plus tard, en 1894, le régiment est à Marseille. Victor fait de nouvelles fugues. Ses camarades le ramènent et le capitaine Lemoine fait semblant d'ignorer ces disparitions répétées, persuadé encore une fois que Victor est simplement fou. Apparemment, à l'époque, c'est ok de n'être pas sain d'esprit et de porter les armes. Tous les camarades qui l'ont côtoyé diront qu'il a toujours été considéré comme un esprit dégénéré. Il se moque de lui, renverse son lit, le maltraite, lui pique ses affaires. Le pire pour lui étant quand on lui pique son dîner. Le moine dit de lui qu'il ne parlait pas et mangeait avec voracité. D'ailleurs, dès qu'il a été incarcéré en 1901, il a demandé à manger directement, au moins le gars est constant. En juillet de la même année, le bataillon part pour les Alpes. Les gars arrivent à Fayence et Victor disparaît de nouveau. Il part travailler en tant que maçon à Cannes, sur un chantier, avant de rentrer tout simplement chez lui, au Muy. Il est arrêté quelques jours plus tard, bien sûr, dans son village natal où il s'est réfugié. Il est donc reconduit à Marseille et il est écroué, cette fois, au fort Saint-Nicolas pour désertion. Le capitaine Lemoine rentre de manœuvre et les autorités militaires lui demandent des comptes sur cet Ardisson qui n'arrête pas de se faire la malle. Déserteur, ça prend lourd dans ces années-là. Il est passible du conseil de guerre. Le capitaine Lemoine conclut à une irresponsabilité et les conclusions du capitaine sont adoptées. Ardisson est mis en observation à l'infirmerie pendant 2 mois et au bout de ce temps-là, le médecin-major se prononce aussi pour l'irresponsabilité. Ardisson passe donc devant le conseil de réforme et son renvoi est ordonné. Victor rentre au Muy, il est libre. Fait intéressant, à Bonifacio, il n'a commis aucune violation de sépulture. D'abord, il trouvait une maîtresse et il est transplanté dans un environnement qu'il ne connaît pas. Il lui a été difficile de procéder à des exhumations en toute confiance. Pourtant, le capitaine Lemoine rapporte après coup que le cimetière est proche de la caserne et d'un accès très aisé pour les soldats. Il se souvient même que durant le séjour d'Ardisson à Bonifacio, une jeune fille fut enterrée, suivant la coutume du pays, à découvert. Mais là-bas, Victor ne dévie pas.
Repris par tous les médias de l'époque, les profanations macabres de Victor n'ont pas laissé l'opinion publique indifférente. Son irresponsabilité reconnue devant le Conseil de réforme change la donne pour Victor Hardisson et jouera un véritable rôle dans sa peine, prononcée en 1901. Victor Hardisson n'a cependant pas été guillotiné. Pourquoi ? Quel est véritablement son mode opératoire et que cherche-t-il lors de ses exhumations nocturnes ? Les enquêteurs pensent tout savoir de l'homme que la région surnomme le vampire du Muy, Victor Hardisson. Il a 29 ans, c'est un dépravé sexuel, fou allié, violeur, profanateur de tombes et voleur. Bref, ils n'ont rien d'autre à en dire. Mais des questions restent pourtant en suspens. D'abord, comment n'est-il pas dérangé par l'odeur nauséabonde qui s'échappe des corps ? Ensuite, que leur fait-il vraiment à ces femmes déjà mortes ? Et enfin, est-il vraiment aussi idiot qu'on veut bien le dire ? Pour tenter de répondre à ces questions, je vous emmène dans les résultats de l'enquête et dans le décryptage de son mode opératoire et de sa personnalité. Victor Hardisson est incarcéré à la prison de Draguignan le dimanche 29 septembre 1901, 2 jours après avoir avoué les profanations des tombes. En interrogeant les habitants du Muy, les enquêteurs constatent que tout le monde a une idée bien arrêtée de ce Victor et de ses méfaits. Non, ils ne savaient pas qu'il ouvrait les tombes, alors qu'il est fossoyeur et que c'est donc lui qui les ferme. Non, mais ils imaginent bien. Non, ça ne les étonne pas du tout. Et oui, ils pensent tous qu'il en a commis bien plus que 4. Entre la police qui rôde toujours dans les alentours pour tenter de faire la lumière sur cette affaire et les médias de l'époque qui lui dédient une page chaque jour, une véritable psychose s'installe dans le Var, surtout au Muy évidemment, et encore plus chez les familles qui ont connu un décès d'enfants ces derniers mois ou dernières années. Les a-t-il profanés également avant de les remettre en terre comme si de rien n'était ? N'oublions pas que l'on est en 1901 et je peux vous dire que la religion avait une part bien plus grande dans le quotidien des gens, notamment en zone rurale, comme c'est le cas au Muy. Rouvrir une tombe, exhumer un corps, c'est très mal vu. Mais alors la souiller d'une quelconque manière, c'est carrément le diable personnifié en un homme. Et en parlant de religion, souvenez-vous, au premier épisode, je vous ai parlé de tous les objets que les enquêteurs ont retrouvés sur place dans la maison des Hardisson, et plus particulièrement dans la pièce où est caché le corps de la petite Louise. Des chapelets, des crucifix, des bibles, des ornements funéraires. Je vous arrête de suite, Victor Hardisson n'en avait que faire de Dieu, ou n'était pas du tout un religieux dans l'âme. Ce serait quand même un comble, vu la manière qu'il a de profaner le repos éternel. Non, il n'a jamais rien volé dans le cimetière. Il l'affirme et certains témoignages iront dans son sens. Les objets retrouvés chez lui, il les a pris au cimetière un jour où il était en charge de les nettoyer et de jeter ceux qui étaient hors d'usage. Ce sont ceux-là qu'il a récupérés. Il explique simplement qu'il les trouvait jolis et que comme ils étaient dans la benne, il n'a trouvé aucun mal à se les approprier. Avec le recul que l'on a aujourd'hui, ça ressemble quand même fort à un homme qui récupère des trophées de ses crimes. Mais pas de preuve de ce que j'avance ici comme hypothèse. Dans tous les cas, il n'était ni religieux, ni voleur. Depuis le début de cette affaire, j'appelle Victor par le nom que les journaux lui ont donné, le vampire du Muy. Mais pourquoi ? Il ne vidait pourtant pas ses victimes de leur sang, au contraire, elles étaient déjà mortes. Il ne suçait pas leur sang, mais leur sein, oui. Je vous explique. On rentre dans une partie très importante du dossier d'enquête, le mode opératoire et la personnalité du criminel. Pour bien comprendre, je vous fais un récapitulatif un peu détaillé des différentes profanations officielles rapportées par Victor Hardisson lui-même. On ne sait pas s'il a été question de profanation ou de nécrophilie sur des cadavres avant son service militaire, entre 1893 et 1894, mais on sait, de par ses aveux, qu'en 1900 déjà, alors qu'il n'est pas encore fossoyeur avec son père, il a déterré une certaine Berthe B. Contrairement à celles qui viendront plus tard, il viole l'adolescente plusieurs fois. D'elle, il se souvient particulièrement car il dit qu'elle avait une poitrine superbe. Il explique que pour chacune, son mode opératoire est à peu de choses près le même. D'abord, il se renseigne sur les maladies des jeunes filles ou même des enfants du Muy pour évaluer leur gravité et ainsi estimer quand est-ce qu'elles vont succomber ou devoir être inhumées. Suivant les nouvelles des voisins et les racontars, il attend avec impatience qu'elles décèdent, surtout s'il les trouve à son goût. Puis, lorsque ce triste jour arrive, il s'occupe lui-même du corps, le met en terre et referme le tout.
Les nuits suivantes, ou la nuit même de l'enterrement, il ouvre la fosse avec une pelle, ou parfois directement à main nue, descend dans la fosse, décloue le cercueil, défait le suaire, assoit la morte sur le bord de son cercueil, et après les manœuvres de succion des seins et de cunnilingus, auxquelles il s'étonne que la victime ne réagisse pas, il la viole une fois. Au cours de ses aveux, Victor Ardisson explique aux enquêteurs qu'il aurait voulu toutes les emporter chez lui pour pouvoir en jouir plus longtemps, les embrasser, dormir avec elles. C'est donc cette succion à laquelle il s'adonne qui lui vaut son surnom de vampire du Muy. En 1901, ensuite, le 20 février, il profane la tombe de Léonie Richard, 14 ans. Alors fossoyeur depuis peu, il trouve pour elle, lors de la préparation du corps, que ses seins sont merveilleusement beaux. Alors pour les revoir, dit-il, il rouvre sa tombe et c'est le corps de Léonie qui déclenche en lui le désir de souiller à nouveau les cadavres du cimetière du Muy. Sur cette affaire en particulier, les ragots qui racontent que la grand-mère de Léonie ne s'entend pas avec son gendre, le père de l'enfant, n'ayant pas pu voir sa petite-fille une dernière fois, elle l'aurait déterrée. Foutaise, on sait grâce aux aveux de Victor que c'était bien là une de ses victimes à lui. Le 28 avril, 2 mois après Léonie, Victor Ardisson déterre le cadavre de Gabrielle Cauvin, 13 ans, dont il officie également l'enterrement. Il la viole sur place et, avec un couteau de table qu'il garde sur lui, il la décapite pour pouvoir emporter sa tête avec lui à la maison. Au policier, il expliquera qu'il voulait simplement l'embrasser plus souvent, qu'il s'en servait d'oreiller et qu'il l'appelle ma fiancée. Charmant. 1 mois plus tard, c'est le cadavre d'Honorine F, 17 ans, qui se voit souillé par le vampire du Muy. Le 12 septembre, Victor enterre à la minuscule Louise, 3 ans et demi. Vers 2 heures du matin, il retourne au cimetière et c'est le même rituel qui se met en place. Il la déterre, ça donne aux succions qui le mettent dans tous ses états, la viole, et cette fois, elle est tellement petite et légère qu'il l'emporte. Pour en jouir encore, plus tard. Sauf qu'au bout de plus de 15 jours, l'odeur qui émane du corps le dérange enfin. La suite, vous la connaissez, il la délaisse sous la paille, au 2e étage de la maison familiale. Évidemment, les policiers lui posent une question légitime. Pourquoi, avec un tel appétit sexuel, ne pas avoir cherché à prendre une petite femme qui s'occuperait bien de lui? N'oubliez pas, on est en 1901, donc la femme, ça sert à satisfaire son homme, à élever ses enfants et à cuisiner de bons petits plats. Sa réponse est glaçante, car l'homme est d'une lucidité déconcertante. Il dit « Aucune femme n'aurait voulu de moi, les autres pauvres mortes ne se défendaient pas ». Puis à la question « Pourquoi n'avez-vous pas remis le corps de la petite Louise en place quand vous ne vous en serviez plus ?» Il répond « J'attendais simplement qu'une autre fille fût morte pour la déterrer et enterrer celle-ci à la place. » Si je vous raconte ce mode opératoire en détail, c'est pour vous poser une question en même temps qu'elle trotte dans ma tête. Est-ce que, pour vous, un simplet, un débile mental, un idiot, comme on qualifie Victor à l'époque, peut être capable de tant de préméditation, de calcul froid et de manipulation? J'ai ma petite idée, mais je vous laisse vous faire votre propre avis et vous me direz tout ça dans les commentaires. Comme pour d'autres affaires, j'aurais aimé vous raconter le procès de ce Victor Ardisson, mais il est très succinct. Suite à son arrestation en septembre 1901 et à son jugement dans la foulée, Victor Ardisson n'est pas envoyé en prison mais à l'asile, où il est examiné par différents médecins. C'est ça qui est intéressant. Irresponsable, c'est ça qu'on dit de lui. Et de ce fait, cette affaire passe de faits divers à objet d'études médico-psychologiques. Les actes de nécrophilie et de nécrosadisme sont si rarement recensés que les médecins préfèrent l'étudier plutôt que de le laisser derrière les barreaux. Il fait tout de même un court séjour à la prison de Draguignan, où concrètement, il vit sa meilleure vie. Lui, très timide au Muy, presque asocial, y est plutôt gai, surtout depuis qu'il boit et mange bien. Il accompagne presque toutes ses paroles d'un étrange rire octé. Il est bien en prison. Il se dit heureux ici et consent à y rester. Il lave les gamelles, ne demande jamais rien de plus que de manger ou de dormir. Si peu dorée qu'elle soit, cette médiocrité lui plaît. Il parle de préférence en provençal, mais sans difficulté en français, avec confiance et bonhomie. Il est d'une extraordinaire franchise, qui n'est, diront les médecins, pas feinte. On sent que ce n'est pas du cynisme. S'il ne répond pas aux questions, c'est parce qu'il ne se rappelle pas, mais jamais par honte de dévoiler l'odieux de ses actes. Plus on l'interroge, et plus on constate comme il se fatigue vite dans la conversation. À vue d'œil, le champ de ses souvenirs se rétrécit quand on prolonge l'interrogatoire. Il se rend bien compte de sa solitude. Il répète que ça lui est égal. C'est fou comme Ardisson a l'air de se foutre d'absolument tout. Rien ne semble le toucher. Ainsi, sa conscience n'a jamais lutté.
Ardisson ne connaît pas le remords. Il sait maintenant qu'on l'a surnommé le vampire du Muy, qu'il a commis des crimes. Il n'en manifeste ni honte, ni regret, et promet simplement de renoncer à sa passion parce qu'il l'a promis au juge, mais sans se repentir. Après les premières expertises en prison, des docteurs Beltru, directeur de l'asile d'aliénés de Pierrefeu, et Doze de Draguignan, c'est au tour du docteur Épaulard de dresser un portrait complet de Victor Ardisson. Lorsqu'il le rencontre, il est catégorique. Il a bien devant lui un minus habens. Comprenez, un homme d'intelligence très limitée. Sauf que, jusqu'ici, aucun rapport physique approfondi d'Ardisson n'a été dressé. Et le docteur Épaulard nous donne à lire le premier, qui est très révélateur de la véritable nature du nécrophile et surtout qui répond à nombreuses de nos questions. En voici quelques passages. Le buste est épais, le thorax bombé et non velu. Les plis et rides de la face sont symétriques et réguliers, ils sont nombreux. Le cou est court, tout à fait normal. Jusque-là, ça va. Mais alors le reste va sûrement vous surprendre autant que moi. Le docteur Épaulard dira « Les bras, et surtout les mains, sont le siège d'un tremblement généralisé, rappelant le tremblement sénile. Il augmente quand on attire l'attention sur lui, ou suivant les jours. Imperceptible parfois, il peut être tel qu'il l'empêche de tenir des objets. » Intéressant, mais pas encore suffisant pour que ça réponde à vos interrogations. Alors je continue. Après cet examen extérieur, le docteur Épaulard procède à un véritable scanner des différents sens de Victor. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Ardisson prétend y voir presque aussi bien la nuit que le jour, mais sa nyctalopie n'est confirmée par aucun rapport la mentionnant. Son champ visuel des deux yeux, en tout cas, est très restreint. Après les yeux, le docteur passe aux oreilles. Il doit carrément coller sa montre à l'oreille de Victor pour qu'il entende les battements du mécanisme. Son acuité auditive est très diminuée. Il y a aussi son nez qui ne fonctionne pas. Souvenez-vous, on se demandait comment il faisait pour ne pas sentir et être dérangé par l'odeur de ses victimes. Eh bien tout simplement parce qu'il ne les sent pas. Le docteur écrit « L'odorat est nul ». Ardisson ne discerne même pas le poivre à l'odeur. Côté goût, c'est la même chose. Il ne lui permet pas la distinction du salé et du sucré. Le docteur explique, Ardisson a mangé de la viande pourrie et les choses les plus abjectes, comme le sperme, grâce à cette agustie totale. Il fume, du reste, sans éprouver du tabac, la moindre impression. Et enfin, on termine avec le toucher, qui est lui aussi complètement imparfait. De la pulpe des doigts à la langue, Ardisson ne ressent quasiment rien. Le docteur Épaulard doit le piquer fortement pour provoquer de la douleur sur son corps. Ça répond déjà à pas mal de nos questions, mais ce n'est pas terminé. C'est, à titre personnel, ce rapport physique qui m'a le plus passionné dans cette affaire, car je sais qu'aujourd'hui, on aurait bien plus de recul sur le cas Ardisson. Tout n'est pas expliqué physiquement, bien entendu, mais il a, à mon avis, été jugé un peu rapidement, si vous voulez mon avis. Je ne peux pas tout évoquer ici, car les détails sont trop nombreux. Pour vous résumer ce rapport détaillé, je peux vous dire que certains réflexes et certains muscles chez Ardisson ne répondent tout simplement pas. Si on couple ça avec tout ce qu'on sait sur son hypoesthésie avérée et sur ses tremblements, il y a fort à parier que Victor Ardisson souffrait d'une maladie neurologique. Sa mémoire est très défectueuse aussi, ainsi que sa motivation pour à peu près n'importe quel acte. Le plus important, c'est qu'avec ses connaissances de l'époque, le docteur Épaulard conclut que Victor est un débile mental, inconscient des actes qu'il a accomplis. Point final pour cette affaire. Voilà, c'est fini pour Victor Ardisson qui est interné à l'asile de Pierrefeu dans le Var. Petit sursaut cependant en juillet 1902 où tous les journaux s'emballent à nouveau, Ardisson s'est évadé de l'asile. Vous imaginez les gros titres, le nécrophile avéré, le célèbre vampire du Muy s'est évadé dans le Var. Il y a de quoi fermer sa porte à clé. Le 13 juillet 1902, le journal La Lanterne raconte que Victor a été arrêté dans sa fugue par un gardien de chèvre et est passé à tabac par la foule, puis remis aux mains des autorités. En 1902, l'opinion publique n'a aucun mal à se faire une idée à travers les journaux qui fonctionnent comme de véritables feuilletons quotidiens et à se faire justice elle-même. Victor se sort en vie de cette incartade et est interné à l'asile d'aliénés de Montfavet, près d'Avignon, où il meurt en 1944 à l'âge de 71 ans. C'est ainsi que se termine la célèbre affaire du vampire du Muy. Je ne sais pas vous, mais j'ai été passionnée par ce personnage aux actes monstrueux sur fond d'incompréhension. Si sa maladie avait été prise en compte bien plus tôt, aurait-il commis de telles atrocités ? Personne n'a les réponses et nous ne referons pas l'histoire.
Avec le sergent François Bertrand, Joseph Vacher dont je vous ai parlé et Victor Hardisson, on peut dire que les cas de nécrophilie sont rares, ou en tout cas on en connaît peu, mais qu'ils ont toujours défrayé la chronique et intéressé de près les psychiatres et autres aliénistes. Peut-être Victor Hardisson était-il atteint d'une maladie neurologique, peut-être souffrait-il aussi de débilité mentale, ou n'était-il qu'un homme frustré par le rejet des femmes. N'hésitez pas à venir partager vos théories et hypothèses sur le compte Instagram de Crimes oubliés. C'est la fin de cette nouvelle saison. Si vous aimez ce podcast, prenez le temps de nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées et à le partager à ceux qui sont friands de faits divers. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle saison de Crimes oubliés.